Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Broadcast Time, le rendez-vous des nouveaux médias, des nouveaux moyens de production, du broadcast, des web TV et j'en passe et des meilleurs. Salut Fabrice. Bonjour Benjamin, bonjour à tous. Comment ça va dans cette chaleur estivale? On s'est mis dans l'ambiance brésilienne, on a tout mis à fond, les éclairages, on a fermé les portes et là, à part les moustiques, on est bien dedans, ça, il n'y a pas de souci. Voilà. Ambiance chaude. Voilà, il fait chaud, il fait bon et on a choisi aujourd'hui avec toi Fabrice de rassembler toutes les news qu'on avait mises de côté depuis quelques jours, parce qu'il y a eu pas mal d'infos. Ouais, c'est pour bien partir en vacances, il faut refaire un peu le ménage comme on dit. Donc on a refait le tour, des mises à jour, des nouveautés, des produits qu'on attendait qui sont enfin arrivés ou des annonces qu'on n'attendait pas forcément. Voilà, alors on va vous détailler tout ce qu'on a dans notre besace avec des choses très variées et on démarre Fabrice avec une mise à jour, alors pas encore disponible mais de manière sans doute assez imminente de Final Cut Pro. Alors Final Cut Pro passe en 10.1.2, c'est la deuxième mise à jour en moins d'un mois. C'est une surprise parce qu'on l'attend, c'est rare d'avoir deux mises à jour comme ça successives, mais là c'est tout simplement pour se remettre à jour, c'est un nouveau format, c'est le nouveau ProRes, le XQ444. 4x4 où là on passe à 500 mégabits par seconde. La grosse version du ProRes. Alors là on commence à taper dans du lourd puisqu'il y a quasiment plus de transformation du fichier. Juste pour une idée, une heure entre 220 et 250 gigas. Octet. Donc ça fait un gros disque dur pour une heure. Donc là on va tourner différemment, on va devoir avoir des machines qui vont booster derrière, c'est plus les petites machines je pense qu'on va avoir du mal avec certains iMac. C'est vraiment fait pour les Mac Pro et cette mise à jour est en train d'arriver, certains l'ont déjà, je l'ai vu moi en bêta arriver déjà sur les ordinateurs. Voilà, donc tenez-vous prêt avec votre Mac si vous êtes sous Final Cut à faire cette mise à jour et donc avec cette nouvelle version du codec ProRes d'Apple. On continue alors là pour le coup avec une info potentiellement très importante pour ceux qui sont sur Skype et qui comme nous utilisent parfois Skype, les anciennes versions pour faire des duplex. Voilà, la mauvaise nouvelle, elle est sur le blog de Skype, donc qui appartient désormais, vous le savez, à Microsoft. Et voilà, vous avez ce petit billet qui a l'air anodin, mais qui explique quand même ni plus ni moins que Skype est en train de préparer le passage à une nouvelle génération de Skype sur ordinateur. Et donc si on lit un peu plus précisément, on voit que Microsoft envisage de retirer les versions de Skype qui sont antérieures à la 6.1.3 sur Windows et à la 6.1.4 sur Mac. Fabrice, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Il y a peut-être plusieurs manières de comprendre ce mot retirer. Il y a plusieurs choses, parce qu'en fait, si on regarde bien, c'est logique qu'ils disent qu'il faut passer aux versions récentes. Apple, on passe 64 bits pour les ordinateurs. Ça serait normal qu'on y passe également sur les softs. Donc l'évolution des softs, c'est pas anormal. On sait déjà, nous, qui prépare une version professionnelle de Skype. Donc c'est le fameux Skype TX qu'on a vu comme pareil, une petite phrase qui est sortie comme ça sur internet pour les professionnels. Donc est-ce qu'ils se disent maintenant voilà, nous on a repris la maison, on est en train de tout remettre à plat, on va mettre une version qui va marcher maintenant avec certaines fonctionnalités, mais qui va peut-être imposer des ordinateurs avec certaines caractéristiques. La question va se poser. Maintenant, s'ils enlèvent tout, ça veut dire que le logiciel sera obsolète. Si on part sur le principe, ça veut dire qu'il sera plus utilisable. Donc si on a les anciennes versions, on ne pourra plus utiliser Skype en conversation. On ne perd pas Skype, ils vous le disent, vous ne perdez pas Skype, vous mettez la nouvelle version. Ouais. Maintenant, le problème, c'est qu'est-ce qu'on va perdre dans la nouvelle version. Nous, on sait ce qu'on va perdre pour l'instant, c'est qu'on ne pourra plus modifier certaines fonctions, dont la taille de notre image. Maintenant, il faudra tester. Oui, parce qu'on vous rappelle que en bidouillant un petit peu certains fichiers dans les vieilles versions de Skype, notamment la 5.8 sur Mac et la 2.8 pour ceux qui ont vraiment des problèmes de compatibilité, on peut forcer Skype à travailler en 16 neuvième et dans des résolutions plus élevées que les résolutions natives, c'est-à-dire notamment le 720p si votre bande passante le permet. Voilà, donc le risque c'est de ne plus pouvoir accéder à ces résolutions notamment. Et puis on sait qu'il y a une version pour les diffuseurs, pour les broadcasters de Skype qui arrive à la fin de l'année. On l'avait aperçu au NAB à Vegas au mois d'avril, c'est Skype TX. Et sans doute que ce billet sur le blog de Skype, il prépare aussi l'arrivée de Skype TX. Alors pour avoir discuté avec 2-3 personnes dans le milieu, le Skype TX va aussi
alléger le dispositif parce qu'on sera plus obligé d'avoir recours à certains convertisseurs, certains boîtiers des cartes d'acquisition pour faire entrer et sortir les vidéos puisqu'on aura directement un boîtier compatible. Maintenant, voilà, on est dans le flou là. Il faut avouer que les annonces sont faites au fur et à mesure. Genre, on vous prévient, on arrive. Maintenant, on attend. Voilà. Il n'y a plus qu'à attendre. Voilà, alors pour Skype, on aura sans doute plus de nouvelles au moment de la rentrée de septembre, sans doute septembre, octobre. On avait parlé de novembre pour l'arrivée de Skype TX. On parle streaming un peu, Fabrice ? Oui, mais des choses, je sais pas tout, monsieur. Tu sais pas tout ? Non, je sais pas comment on peut faire avec le streaming. Est-ce que vous n'auriez pas quelque chose pour m'aider ? Alors justement, ça tombe bien. On a reçu en fait un communiqué qui annonce une vidéo sur YouTube, une sorte de guide pour les nuls. Comment faire son premier live streaming. C'est vrai qu'avec des sites comme Twitch qui ont énormément de succès, on a tous envie de devenir un peu des diffuseurs à des niveaux plus ou moins professionnel, eh bien regardez ce que ça donne. Voilà un extrait de cette vidéo qu'on trouve sur YouTube. Step 1. Get a computer. You don't need an incredible NASA-grade computer to broadcast to the world. An average home PC is all you need. A second monitor is a big help, but is by no means essential. And the same goes for a webcam. You don't even need a lightning-fast internet connection. Average broadband should work fine. Step 2. Download some streaming software. Think of this as your mini virtual broadcast studio. Go to the XSplit website, register for an account, download the free version and install it using the details you registered with. Step 3. Create your channel. Voilà, donc on a vu XSplit Broadcaster qui est un petit soft gratuit qui permet effectivement de faire de la diffusion live. On pourrait très bien mettre un Wirecast sur ce type de configuration. On peut tout faire là, complètement. Ils expliquent vraiment tout ce qu'on peut faire. Brancher l'ordinateur. Ça a l'air simple. Oui, mais c'est une bonne remarque parce que j'ai regardé les images tout à l'heure. La carte son, par exemple, brancher la webcam ou autre, c'est pas anodin. Après, de vérifier les paramètres, de pas oublier, qu'il faut mettre la bonne sortie son dans le mélangeur ou tout ça parce que c'est des petits détails qu'on oublie vite. On le branche et puis vas-y c'est bon, je connais par cœur. Hop. Oui, mais c'est vrai que les petits détails comme ça, souvent dans les problèmes qu'on va rencontrer tous les jours, et souvent faut recommencer du début, mais vraiment du début. C'est-à-dire, je parle dans quoi ? Dans mon micro. Ok, mon micro. Est-ce qu'il y a un fil ? Est-ce qu'il est branché ? Parce que souvent c'est en faisant le chemin dans l'ordre qu'on va retrouver les problèmes. C'est pas bête de montrer tout ça et le chemin est intéressant. C'est vraiment pour les nuls quand même au début. Voilà, mais c'est pas mal pour ceux qui n'ont jamais fait encore de direct et qui veulent essayer, quoi. Ouais, et puis de toute façon, ça permet vraiment d'aller jusqu'au bout, puisque là, on voit que si on suit le pas à pas, on est sur Internet. Absolument. Et puis on parle de Twitch, Twitch qui est vraiment le nouveau, la nouvelle plateforme américaine de live sur Internet. Pendant un long moment, on avait Justin TV, et Justin TV est en plein déclin, et Twitch est vraiment la nouvelle plateforme de diffusion live. D'ailleurs, il n'est pas impossible qu'on y retrouve Watch assez rapidement parce que c'est une grosse audience, c'est une grosse plateforme de diffusion. Fabrice, on va poursuivre avec une autre news qui concerne cette fois un logiciel de montage, mais au sens assez large sur Mac. Qui arrive sur Mac. Qui arrive sur Mac, parce que c'est en regardant de plus près, on s'est rendu compte que le produit a quand même plus de 20 ans. Ouais. Il existe sur PC, et là il va être multiplateforme, donc sur PC et sur Mac. Lightworks, il a l'air joli quand on regarde bien le fonctionnement. Il ressemble un peu à un iMovie mélangé avec un Final Cut, mélangé avec un Avid, il y a un peu de tout. C'est assez ludique, il y a de la couleur, c'est bien agencé et ça a l'air efficace parce que il y a une version entre guillemets free. Alors faut se méfier des versions free parce qu'elles sont pas toujours gratuites. Il y a une version free qui limite les fonctionnalités et une version pro qui est à 214 €, ce qui est pas forcément non plus excessif, qui permettent d'acquérir avec des cartes classique Blackmagic, Aja, Matrox, et de faire un vrai mélangeur. Un véritable éditeur, parce que on peut pas mélanger les images. Mais un vrai éditeur, c'est pas, faut attester pareil. Ça reste un logiciel intéressant. Tu veux voir quelques images de Lightworks sur Mac ? Avec plaisir. Allez, on y va. When you release, the cut will be joined back together. If you wish to permanently unjoin, click once. We can use frames, forward and backwards, or shortcuts to modify that point. Or use playback controls or keyboard shortcuts. I press play. More of a birthday suit. You can monitor the audio. To join up the cut, press the join button.
The functionality is the same for all types of trim. If I click centered on the cut, More of a birth. or drag with the mouse. For slipping and sliding shots, unjoin more than one cut. If I unjoin the incoming shot and the outgoing shot, we're able to slip on the spot. Bon, ça a l'air assez intéressant ce soft. Mais il y a des petites astuces, hein. Tu vois l'affichage de l'audio comme ça avec le waveform, on n'est pas habitué à le voir sur les logiciels pro qu'on a habituellement, mais c'est pratique parce que c'est vraiment visuel. Je le trouve assez ludique. Maintenant à tester sur un environnement réel pour voir si ça va vite, mais c'est prometteur comme on dit. Bon, et ben voilà une bonne chose que ce nouveau logiciel de montage sur Mac, hein, finalement. Tout à fait, mais pour avoir un bon logiciel de montage, il va falloir de belles images, mon cher ami. Absolument, et pour faire de belles images, il faut une belle caméra. Il y a 2 nouveaux modèles qui viennent d'arriver chez Sony. Alors on est plutôt dans du semi-pro, voire pro, semi-pro haut de gamme ou pro, voilà, encore assez accessible, mais voilà, c'est de beaux joujoux. On n'est pas en 4K, mais c'est, on va dire, ce qui se fait de mieux aujourd'hui en Full HD. Voilà, ces caméras. PXW X160 et X80. La seule différence entre les deux, c'est que la X80 est à la fois Wi-Fi et NFC. Voilà les images de ces 2 jolies bébêtes. Fabrice, belle bête, hein, cette caméra. Finalement, il manque juste le logo 4K. Hein. Mais oui, c'est ce que je te disais dans le reportage, c'est que finalement, quand on regarde les images, on a l'impression de voir la caméra 4K qu'ils ont sortie, hein, la Z100. C'est la même. Je te disais, les fonctions sont exactement au même endroit. Les slots derrière, ce sont les mêmes. La seule chose qu'on a changé, c'est le moteur intérieur. Voilà. Et donc, au final, par contre, finalement, si tu regardes bien, la 4K est moins chère que celle-ci. Parce que là, on est dans un modèle finalement pro à 6 000 €. Hein. Donc, entre 5 et 6 000 €. La 4K, je te rappelle qu'on est en dessous. Alors, il y a un truc que je comprends pas. Comment est-ce que la même en 4K peut être moins chère que le modèle Full HD? Parce que je pense que les fonctions ne sont pas les mêmes. Là, si tu as regardé le logo, il y a un SDI out qu'il n'y a pas sur la 4K. On est sur la 4K, sur la Z100, sur un modèle grand public avec des fonctionnalités de très belle image, toutes les fonctionnalités moteur et logiciel de la caméra, mais pas les fonctionnalités d'encodage et de sortie ou d'acquisition d'une caméra professionnelle comme on l'utilise nous. D'ailleurs, sur celle-ci, tu vas pouvoir mettre tu as vu le micro HF hein, directement sur le porte-griffe, pas forcément comme la 4K. Donc effectivement, on est sur ça devient compliqué de choisir parce qu'on est sur des caméras finalement très haut de gamme, hein, parce que si on regarde bien, il y a tout, hein, il n'y a pas compliqué, hein, il manque rien. Pas simple, c'est vrai hein. que si on compare cette Sony ou ses cousines avec les modèles de chez JVC par exemple, c'est dur de choisir dans cette zone de prix là autour de 4-5 000 €. Et maintenant, je pense que le choix va se porter sur la formation qu'on aura eue, sur la position des mains, ce qu'on aime ou ce qu'on n'aime pas. Chacune des caméras a une fonction un peu différemment placée. C'est vraiment maintenant l'aisance d'utilisation plus que la qualité, parce que la qualité, elles vont toutes, mine de rien, se jouer aller à quoi, à un peu de grains différents, mais finalement, on va être à peu près dans la même chose. Donc ça va jouer vraiment sur l'aisance de travail. Bon, on va parler d'une autre caméra maintenant, Fabrice. C'est une caméra qui a connu un gros succès sur Internet ces dernières semaines. Alors, entreprise lilloise, entreprise française, donc qui s'est fait remarquer sur Kickstarter avec cette caméra qui s'appelle donc la gyroptique. Vous le voyez derrière moi, impressionnant. Ce petit boîtier de 180 grammes à peine avec trois optiques donc qui filment à 185 degrés. Ça permet donc de capturer tout l'environnement, hein, une sorte de panoramique à 360 degrés. Ensuite, on recolle ces 3 bouts avec un logiciel et puis on obtient une image sphérique en quelque sorte. Alors, il y a un point sur lequel je suis pas tout à fait d'accord, moi, avec en tout cas le communiqué de Gyroptique, c'est qu'il se présente comme la première caméra à 360 degrés Full HD. Moi, j'ai le souvenir d'avoir croisé l'équipe de Géonautes il y a presque 2 ans au CES à Las Vegas et ils avaient déjà une caméra
de ce type avec des objectifs sur tout le tour du produit. Donc voilà, je suis pas sûr qu'ils puissent vraiment dire qu'ils sont les premiers. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils ont réussi à attirer l'attention, parce que sur Kickstarter, il y avait un objectif de $150 000. Le délai était de 45 jours et on est déjà à $500 000 de contribution. Donc c'est un site de financement participatif, un Kickstarter. J'aime beaucoup ça. Ouais. Ça, j'aime beaucoup l'histoire de mettre la caméra. Ça c'est génial. Cool. Voilà. Ça, j'aime beaucoup. Mais maintenant, enfin, juste qu'on ait encore les bons pas de vis compatibles. Mais j'aime beaucoup l'idée. Mais il y a un client qui serait intéressé, je pense, c'est Google Maps. Toutes les sorties qu'ils ont fait, tu sais, quand on fait sur Internet pour rechercher l'adresse de quelqu'un, c'est typiquement ce qu'ils auraient pu utiliser à l'époque comme caméra. Voilà, donc Gyroptique, si vous voulez participer, contribuer, eh bien faites un geste. Et voilà, on n'a pas encore les infos sur le prix ni la disponibilité. Sans doute 3 ou 4e trimestre de cette année, ça devrait être assez rapide avec l'argent qu'ils sont en train de récolter. Oui, parce qu'apparemment c'est bien développé. Ils ont déjà un produit. Alors après, est-ce qu'il était fonctionnel, c'est un autre problème. Mais ils ont un produit apparemment développé. Est-ce que les images étaient vraiment tournées avec ce prototype-là, c'est une question. Mais apparemment, c'est en tout cas un beau dossier de recherche de fin d'études, comme on dit. Alors à propos de caméra, on va juste pour vous donner envie de revenir la semaine prochaine, vous dire un mot de ce qui vous attend. Fabrice, on va beaucoup parler des action cam, des caméras baroudeurs. Bah oui, parce que c'est la folie. C'est que maintenant, c'est pareil, pour choisir, ça va devenir compliqué. Bah tout le monde sort son arme. C'est Panasonic, Sony, tout le monde y va. Polaroid a sorti un petit cube très joli. Donc voilà, ça y est, la gamme est lancée. Alors maintenant, lequel on va prendre pour partir en vacances? Quelle caméra? Quelle fonctionnalité? Est-ce qu'elles ont des avantages et des inconvénients? Est-ce que on va choisir en fonction de la qualité ou de la fonctionnalité? On fera un tour complet, parce qu'il y a besoin d'être complet, et on en profitera pour parler des cartes mémoire qu'on utilise pour ça, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train d'évoluer, parce qu'on améliore les petites caméras, on améliore la qualité, on peut tourner maintenant en 4K. On a toujours dit que la 4K c'était bien, mais ça voulait dire des gros débits, des gros flux, donc il faut des cartes qui puissent emmagasiner ce taux d'écriture. Donc on fera le tour aussi des cartes pour être sûr de partir bien armé pour faire le tournage de l'action de l'été. Attention, papa qui saute dans la piscine ou maman qui mange sa tarte. Il faut la bonne caméra pour ça. Attention, on va pas se tromper. Voilà, ce sera donc la semaine prochaine dans Broadcast Time. Ce sera aussi notre émission d'été pour vous accompagner jusqu'à la rentrée. Alors à propos des vacances, allez, on va déjà prendre un petit air de vacances on va faire une petite démo comme ça en live sur le plateau, Fabrice, avec un objet qui est assez étonnant. Je vais le déplier devant toi, sous tes yeux ébahis. Je vais essayer de pas tout casser. Voilà. Moi je t'ai demandé ce que c'était que cette clé molette tout à l'heure, et tu m'as dit donne-moi ton téléphone. Attends, peut-être le paramétrer d'abord, tu veux peut-être non. Avant de le paramétrer, je vous montre juste ce que ça donne une fois qu'il est une fois qu'il est fixé, voilà. Et là il tombe, ça serait ballot. Serre bien le point. C'est tout simplement un bras télescopique qui va vous permettre de vous prendre en photo, de faire des selfies. Alors le bras en lui-même n'a rien d'extraordinaire. Ce qui est très sympa, évidemment, c'est quand, et tiens, je te rends ton téléphone, c'est quand il est associé à la télécommande Bluetooth qui est vendue avec. Alors on va vous faire un essai, un test de paramétrage en direct pour vous montrer à quel point c'est simple. Voilà, alors on va pas vous montrer le code perso de trop tard, c'est fait. On va recommencer. Allez, vas-y, t'as été troublé là. Allez, voilà. Voilà, alors voilà, on est sur la page Bluetooth de l'iPhone. Ça marche aussi avec un smartphone Android, je le précise. Alors après, il faut lire la doc. Je me rappelle plus faire la doc. Alors on appuie, on ouvre le boîtier ici, et ici on a une fonction de recherche de réseau. Donc il nous dit, hop, on appuie, ça clignote rouge, ça devrait passer à un moment vert. Il a trouvé tout de suite le Bluetooth Media Control. Hop, on enquille. Il va me dire, tapez le code, hop, alors que je me trompe pas, 0845, il change tout le temps le code, et hop là, je suis connecté. Voilà. L'appareil est prêt,
Donc en théorie, j'ai bien dit la théorie, hein, mais on est confiant. On va changer de fonction, passer en mode Voilà. Mais tiens, mets ton appareil photo. Voilà. Tiens, je te laisse le, bah non, je te laisse c'est le toi fixer. maintenant. Voilà, Ah bah non, parce qu'on va, on va la faire ensemble. Ah bah ouais, mais moi je fais maintenant, t'as juste à faire. Alors je te laisse causer pendant que je. Voilà, bah, donc la télécommande est pratique de ce côté-là, hein, c'est qu'elle fait aussi télécommande Bluetooth pour autre chose. Hein. Vous pouvez aussi piloter le niveau sonore, la lecture de. C'est une véritable télécommande de l'appareil photo et de l'iPhone ou de l'appareil que vous avez piloté, c'est-à-dire que vous pouvez faire autre chose avec. Tu veux peut-être inverser la caméra, voilà. Ah, c'est beau, hein. Voilà, et donc là, il faut changer maintenant. Là, attention, tu vas y arriver comme ça, et c'est moi qui j'appuie. Attention. Vas-y. Et voilà. Alors, on pourra vous mettre le résultat. On va vous la montrer tout. Voilà, il faut aller dans Photothèque. Tiens. Hop, alors Photothèque. Hop. Et voilà. Regardez donc si c'est pas beau ça. Allez, les têtes de gagnants. Magnifique. Voilà. Et évidemment, ces images-là, ces selfies-là, il vous manque généralement 1 mètre de bras pour les faire. Donc surtout moi. C'est l'intérêt de ce bras télescopique, donc qui est vendu avec la télécommande. Ça s'appelle le Mi Shot Deluxe et vous le trouvez dans toutes les bonnes boutiques pour 79,90 € et des poussières. Voilà. Ça peut vous faire un petit accessoire sympa pour partir en vacances et pour porter plein de souvenirs. Le sac à dos va être lourd à force. Absolument. Voilà, je voulais vous. Voilà, c'était ma bonne idée de la semaine dans Broadcast Time. Alors, on va revenir à un sujet plus sérieux, Fabrice. Un site monté par Philips. Très intéressant pour commencer à se former une oreille d'ingénieur du son. Alors explique-nous de quoi il s'agit. Alors ils sont même allés plus loin, hein. C'est même un site pour aguerrir les ingénieurs du son, c'est-à-dire qu'on va au-delà de juste former l'oreille. On va tester et former les gens pour écouter et trouver les différences de son et ce qu'ils appellent les oreilles d'or, hein, les gens qui peuvent te détecter des fréquences ou autres, ça existe. Hein. L'oreille parfaite, hein, c'est souvent les musiciens qui l'ont. Là, on va pas dans l'oreille parfaite. On va d'abord écouter des sons et te demander, on va te former à écouter les sons et te dire voilà, ça c'est le son normal. Et qu'est-ce qui se passe si on change la qualité de son, c'est-à-dire qu'on va le mettre plus de basse et moins d'aigu, ou plus d'aigu et moins de basse, et on va voir comme ça les différentes qualité de son et les couleurs de son. Là, l'exemple typique, ce serait est-ce qu'il va être plus clair ou plus sombre. Donc, effectivement, tu as besoin d'un entraînement pour savoir quelle est la différence, pour ceux qui ne sont pas formés. Et donc, c'est un jeu assez intéressant que si vous voulez essayer, c'est facile sur le site internet. Vous pouvez simplement écouter ce qui se passe et vous dites ah bah tiens, j'aurais pas pensé que c'était plus sombre ou plus clair, et ça permet tout de suite de voir les différences. Et Sony a le mérite d'avoir fait un truc qui est assez sérieux, c'est assez poussé, hein, vous allez très loin, vous avez des phases de test, c'est un peu comme les jeux d'enfants pour apprendre l'anglais, hein, vous faites l'apprentissage et après on fait un test, hein, vous avez 3 réponses, 1, 2, 3, vous avez la bonne réponse, tant mieux, vous n'avez pas la bonne réponse, on va vous expliquer pourquoi. Voilà. Mais il recommence, et c'est même moi qui pourtant ai testé beaucoup de choses et trouvé ça assez amusant de voir les différences que propose, parce que parfois on se dit ah tiens, j'avais pas pensé que ça allait faire ça. Bon, donc c'est un bon site de pédagogie finalement pour. Là oui, je trouve qu'ils ont voilà, tout à fait, c'est le mot, c'est vraiment un mot. Le mot pédagogie est bien là. On apprend les différences du son et ce que donne le son qu'on va écouter et qu'on va modifier. Voilà. Et donc pour se former un début d'oreille musicale. Et puis essayer d'avoir les oreilles d'or, hein, c'est le principe. Hein, Golden Ears. Il faut y aller. Qu'est-ce qu'on gagne? Je ne sais pas. Bon, mais on est au défi. Hein, voilà. Faut y aller. Voilà, l'important c'est de participer, comme on dit. Alors à propos de musique, on va passer un peu dans l'audio, Fabrice, avec 2-3 news qui concernent justement le monde de l'audio. D'abord, on va dire un mot, puisque c'est aussi l'une des vocations de Broadcast Time, d'une web TV, hein, d'une chaîne diffusée uniquement sur Internet, une chaîne musicale qui s'appelle Troisième Gauche, et qui commence à avoir un petit succès non négligeable. Alors, elle s'autoproclame première chaîne musicale de France. Bon, je pense que c'est un petit peu une pirouette. Je pense qu'il ne comptabilise a priori que la progression du nombre d'abonnés sur YouTube en un an.
Voilà. Oui, parce que je pense qu'il y en a qui sont bien élevés aussi en France, d'autres chaînes musicales. Voilà. Qui, Donc ils sont passés effectivement de 17 000 à 60 000 abonnés, c'est bien, mais ils sont sans doute très loin de MTV ou de chaînes dédiées comme ça. Voilà. Troisième gauche, allez, petit clin d'œil, petit salut à nos confrères. Regardez à quoi ça ressemble. Un clip étonnant, parce qu'on démarre avec un visage qui n'est pas tellement on va dire, symbolique de la musique actuelle. Regardez. Bonjour, c'est Dave. Tu sens bon, on l'a dit la dame à la fin. Voilà, donc troisième gauche, Fabrice. Bon, c'est vrai, on peut peut-être. C'est vrai que quand on reprend des messages avec des grosses fautes d'orthographe, c'est pas mal de les corriger parce que ça coince quand même un peu. Disons qu'on se demande ce que c'était vraiment. On se dit, tiens, je l'ai vu. Oui, je l'ai vu. Mais ça arrive, nous aussi, on peut se tromper. Voilà. Allez, on termine toujours par de l'audio. Un mot sur des amplis tuners chez Marantz qui intègrent la technologie Atmos de Dolby, Fabrice. Ah oui, alors on améliore au fur et à mesure, on rentre dans les images et maintenant on rentre dans ce qu'on appelle l'univers de l'audio vidéo. Donc quand tu es chez toi, tu as ton home cinéma, tu as 2 enceintes sur ta télé, très bien. 2 enceintes plus le caisson de basse, très bien. 2 enceintes plus le caisson de basse plus les enceintes derrière, de 5 points, très bien. Et là on est dans le 11.1. 11.1, oui, t'as bien entendu, c'est 11.1. Et oui, c'est les 7 enceintes déjà au niveau là, et t'en rajoutes 2 dans le plafond devant et 2 dans le plafond derrière, et là t'es noyé dans le son. C'est ça qu'on appelle l'Atmos. Bon, je fais celui qui est pas au courant, mais j'ai vu un film une fois en Dolby Atmos à je sais plus où, c'était aux États-Unis, c'était un Bruce Willis, et c'est vrai que t'as vraiment l'impression que l'hélicoptère atterrit sur ta tête. Disons que là, effectivement, le son, mais ça a un inconvénient à tout ça, c'est qu'il faut être placé au milieu de tout ça. Donc c'est très bien si vous avez une pièce adaptée. Si vous aimez le son intrusif, c'est-à-dire que là, c'est pareil, les voisins vont être contents parce que les enceintes dans le plafond, je garantis les voisins du dessus ils vont hurler. Non, c'est très bien. Et les premiers appareils arrivent. On est entre 1000 et 1500 euros. C'est intéressant parce que c'est finalement dans le coût actuel des marchés des amplis vidéo. Donc c'est pareil. C'est à voir. Ouais, Fabrice, on va finir cette émission dédiée aux news d'avant l'été avec donc un nouveau casque chez Audio-Technica. Alors, Audio-Technica, c'est une marque qu'on suit depuis longtemps. Oui, on les connaît bien. Ils ont des produits professionnels et grand public qui sont intéressants. Et là, ils sortent une gamme. Alors, c'est une gamme qui est déployée assez largement. C'est une gamme de casques spécial tablette, iPhone, smartphone et autres, où on peut débrancher le câble et il y a un petit ampli avec les piles et tout ça. C'est très pratique. C'est à peu près 240 €, c'est un beau casque. Et dans la gamme Pro, il y a à peu près le même style de casque qui peut se débrancher et autres, et on est pareil dans les mêmes gammes de prix. Voilà. Voilà pour cette dernière, on va dire, émission un peu globale avant les vacances d'été. On vous retrouve comme prévu pour une émission dédiée aux caméras baroudeurs, aux GoPro et à ses concurrentes. Fabrice, je te dis à la semaine prochaine pour la dernière. Oui, avec tout ce qu'il faut pour l'action. Voilà, et nous on se dit donc à dans quelques jours sur Watch TV dans un nouveau numéro de Broadcast Time. Salut à tous.